C'est bon pour vous? Allez, go. Bon, merci beaucoup d'être présent ce matin. Je vais commencer par me présenter parce que je pense qu'on ne s'est pas tous rencontrés déjà une première fois. Certains visages me sont connus, mais pas tous. Donc, je m'appelle François Gouny, je suis le directeur général de Serre France Terre d'Allier et je suis arrivé en mars 2020, donc ça fait 2 ans. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion Fermoscopie, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. C'est un vrai travail de la part de nos collaborateurs et c'est très, très important pour nous de vous recevoir, vous partenaires. Et puis, ça fait un moment qu'on n'a pas fait une réunion en présentiel, ça fait un moment qu'on n'a pas pu avoir les partenaires, avoir ces moments d'échange. Donc, je suis sincèrement ravi que vous ayez pu vous libérer du temps. Les agendas des uns et des autres sont souvent extrêmement chargés. Et merci de prendre du temps pour venir nous rencontrer, merci de prendre du temps pour venir échanger. Et puis, j'espère que vous passerez un bon moment ce matin. On se reverra en fin de matinée. Et puis, j'espère pouvoir partager un petit moment avec vous aussi. J'ai pris le temps tout à l'heure de regarder la liste des invités. Et en fait, on voit que ça vient d'horizons assez différents. Cependant, se dégage une dominante au niveau des établissements bancaires et des partenaires financiers. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de regarder qu'est-ce qui nous lie en fait aujourd'hui et pourquoi vous êtes présents ici. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce document Fermoscopie, dans ce travail, et c'est quoi le lien entre Terre d'Allier et vous? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu ce qu'on appelle les raisons d'être. J'ai fouillé un peu, j'ai travaillé sur vos sites respectifs et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en fait, on pourrait transposer les raisons d'être des uns et des autres, ou en fait les slogans des uns et des autres sur Terre d'Allier. C'est-à-dire qu'on a tous la même volonté, c'est de travailler pour développer ce patrimoine qu'est notre département de l'Allier, pour développer et être acteur du territoire, pour agir pour la société, pour agir pour nos clients adhérents. Donc on a tous cette même vision de se dire, quand on travaille tous les jours, on veut développer ce territoire. Et donc, c'est super agréable de pouvoir vous recevoir aujourd'hui, de pouvoir après échanger avec vous, pour voir comment vous travaillez ces sujets-là et comment nous, on peut vous aider à travailler ces sujets-là également. Et pour faire le lien avec Fermoscopie, c'est quoi Fermoscopie? Simplement, Fermoscopie, c'est un outil. C'est simplement un outil pour aider au développement du territoire. C'est une photographie de la ferme Allier pour dire voilà où on en est au niveau des exploitations. C'était utile hier. Je pense que c'est plus utile aujourd'hui qu'hier et ça sera encore plus utile demain qu'aujourd'hui. Vous voyez dans quel monde on évolue, l'instabilité actuelle, et ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise agricole que l'instabilité actuelle qui se diffuse partout ne va pas les toucher. Les cours augmentent, certains cours peuvent baisser, les prix des intrants sont en train d'exploser, et donc forcément, si nous, on est acteurs de ce territoire-là, on a besoin de se rassembler, de travailler ensemble pour être à leur service et permettre de développer ce territoire. Donc, Fermoscopie, c'est simplement un outil qu'on souhaite partager, sur lequel on veut diffuser un maximum d'informations sur le territoire pour le faire vivre et être en échange avec vous après pour nous dire qu'est-ce qui va pas sur ce document-là, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour être à votre service, pour aussi vous aider dans l'exercice de votre métier au quotidien et qu'on puisse tous ensemble faire développer le territoire. Aujourd'hui, on a 9 agences, ces petits livrets qui doivent être cachés, donc ils sont à l'entrée là-bas. On en a fait 3000 de mémoire, donc on les diffuse sur tout le territoire. On a 9 agences, on a fait des webinaires avec X dizaines de personnes qui sont venues se connecter. D'habitude, on les fait en présentiel. La seule réunion en présentiel, c'est la vôtre, puisqu'on est en sortie entre guillemets, de crise sanitaire. Donc, on peut se permettre de faire du présentiel. On ne pouvait pas le faire. Mais on s'est dit, on va donner de l'info. Et on donne de l'info via des webinaires. On a fait aussi des articles dans la presse locale. Vous avez 4 articles, 2 qui sont parus, 2 qui vont paraître de mémoire. On fait aussi des vidéos. Il y a 5 vidéos suivant les productions qui sont sorties. De mémoire, chaque vidéo arrive à rassembler entre 800 et 1000 vues. Donc voilà, ce n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer tous les jours et on compte sur vous pour nous dire ce qui va moins bien et comment on peut aider les agriculteurs dans leurs choix stratégiques aujourd'hui et demain, parce qu'on sait que demain, ça va devenir de plus en plus exigeant au niveau des connaissances et au niveau de l'accompagnement du chef d'entreprise. Voilà, on sait qu'on est attendu au tournant sur ces sujets-là
Et j'espère qu'on saura répondre au présent. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Serre France Terre d'Allier, quand on fait fermoscopie, c'est quand même 2700 agriculteurs qui sont suivis, qui sont clients adhérents chez nous. Donc ça donne quand même une bonne assise au niveau des statistiques. Donc normalement, vous aurez un rendu qui sera fidèle à la ferme Allier. Et après, je vais vous laisser avec des personnes qui sont bien plus compétentes que moi. Donc Cécile Vitou et Chloé Mailleux, qui seront bien plus compétentes que moi pour vous expliquer ce qu'il en est et rentrer plus dans le détail d'un point de vue technique. Ensuite, je pense, si je ne me trompe pas, que David Boismenu viendra pour présenter rapidement, c'est bien ça David, la partie HVE et différentes réformes qui se profilent. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, bien sûr, on peut en parler après. S'il y a besoin de faire des sessions particulières sur des sujets particuliers, avec plaisir, on est là pour ça aussi. Et pour clôturer la matinée, je pense vers midi et quart, un moment de convivialité tous ensemble. Moi, je pars en réunion, mais je pense que je pourrais venir vous rejoindre entre midi et 12h30 pour qu'on puisse discuter un peu. Donc voilà, passez une bonne matinée. Merci pour tout. Allez, merci. Tac. Donc, bonjour à tous. Donc, Chloé Mailleux. Donc, comme ce qui a été annoncé, on va commencer par les références fermoscopie. Donc, je vous remercie tous d'être venus. On n'oublie pas ceux qui sont derrière leur écran et qui sont présents et qui peuvent aussi interagir avec nous via le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura un moment d'échange. Donc, voilà, elles seront relayées aussi et on pourra y répondre. Tac. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter un peu la fermoscopie au niveau du Serre France Terre d'Allier, puis les prévisions 2021 de la marge jusqu'à l'EBE pour toutes les productions qu'il y a sur la zone. Ensuite, on abordera les notions de trésorerie et la situation financière de nos exploitations. Et pour finir, Annabelle Barthélémy, qui vient du coup de la région, nous présentera une simulation qu'elle a pu mener sur la hausse des intrants et leur impact sur la campagne 2022-2023. Donc un sujet totalement d'actualité, donc voilà, que vous découvrirez par la suite. Donc pour commencer, la ferme Terre d'Allier, donc fermoscopie provient de comptabilité de 1020 exploitations. On constate sans grande surprise qu'au niveau de l'Allier, 65% des exploitations sont spécialisées en bovin viande, 12% en polyculture élevage, 7% en culture, 7% aussi en multiproduction. Après, on a un petit groupe d'ovins spécialisés, 4%. Tout ce qui est porc et volaille, donc en hors-sol, on est à 3% et 2% en élevage bovin-lait spécialisé. Donc là, on parle bien d'exploitations spécialisées qui ont ces dominantes-là. On ne parle pas voilà, de ce qui est mélangé. Donc maintenant, on va passer aux prévisions 2021-2022, en commençant par le groupe bovin-viande. Donc tout d'abord, on a voulu regarder un peu ce qui s'était passé depuis plusieurs années sur ce groupe-là. Donc en rouge, donc la ligne là, donc ça c'est la marge brute bovine. En vert tout en haut, vous avez la courbe des produits. Et en bas, les bâtonnets, les charges opérationnelles du groupe pour la marge bovin-viande. Donc, ce qu'on constate, en 2019, il y a eu un fort décrochage, notamment donc, une baisse du cours de la viande. Et aussi, comme vous vous souvenez, 2018, 2019, 2020, on a eu quand même 3 années de sécheresse. Donc, 2018, les gens ont consommé les stocks qu'ils avaient d'avance. Donc, 2019, la charge alimentaire a été la plus grande depuis 5 ans, parce qu'il y a eu besoin voilà, d'aller chercher de l'aliment. Et donc, c'est là où la marge a été la moins bonne. Au niveau du cours de la viande, on était au plus bas, au niveau des charges, au plus haut. Donc, c'est ce qu'on a pu constater sur les 5 ans. Donc, je vais vous présenter le groupe bovin-viande, de quoi il est composé. Donc, il y a 658 exploitations pour 1,62 UTH. Donc, au niveau des UTH salariés, il y en a 0,11. On a 180 hectares avec 155 hectares de surface fourragère de moyenne. En moyenne, 106 vaches allaitantes, alors principalement races charolaises, bien évidemment, et 1,07 UGB par hectare en chargement.
Donc, quand on a fait les prévisions 2021, on arrive à une marge brute bovine de 512 € par UGB, ce qui est en hausse de 10% par rapport à 2020. Donc, pourquoi cela ? Parce qu'en 2020, on a eu plutôt une année chaotique au niveau des imports et des exports, des faibles demandes, des cours qui n'étaient pas au top. En 2021, les cours ont repris, notamment sur la fin d'année, avec une dynamique d'échange au niveau de l'Europe et une offre plutôt insuffisante par rapport à la demande, donc ce qui a rendu une meilleure cotation des animaux sur l'année 2021. Donc, on prévoit une meilleure marge. Après, vous le verrez dans le livret, vous avez pour chaque groupe la marge élevage surface fourragère. Donc, dans cette marge élevage, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'un hectare de surface fourragère produit ? Donc, on prend notre marge brute bovine, auquel on ajoute notre marge surface fourragère, donc les intrants, les engrais, les filets, les ficelles, tout ça pour produire le foin. Et donc, on obtient pour ce groupe bovin-viande une marge élevage de 428 € par hectare de surface fourragère. Donc maintenant, pour arriver à l'EBE, donc en 2021, on a un EBE à 395 € par hectare, donc en légère amélioration par rapport à 2020. Donc ça s'explique par la meilleure marge brute bovine que je viens de vous présenter. Si on regarde le niveau d'aide, on prévoit une légère diminution. En 2020, on a eu des aides Covid, des aides sécheresse dans les comptas. 2021, on n'avait plus tout ça. Au niveau des charges de structure, on a une légère hausse liée à, vous savez, à l'automne, le carburant a commencé à augmenter. Donc voilà, donc on a pris en compte cette augmentation. Bien évidemment, les augmentations de charges seront bien plus grandes sur nos comptas 2022 que les comptas qu'on clôture sur 2021. Donc en bas, vous voyez la frise. Donc c'est la répartition de l'EBE sur nos comptas 2020. Donc, il y a 27% des exploitations qui sortent un EBE entre 300 et 400 € de l'hectare, sachant voilà, qu'on a un groupe de tête qui arrive à sortir plus de 500 € par hectare d'EBE pour le groupe bovin-viande. Si on a voulu aborder quelques notions au niveau des caractéristiques de ce groupe-là. Donc, si on regarde l'actif total hors foncier, on est à 581 €, 81 000 €, pardon. Et le taux d'endettement qui hors foncier qui est de 46%, pardon. Voilà, pour ce groupe. Donc, juste avant de passer au groupe bio, je vous propose de faire un petit sondage. Alors, pour ceux qui sont derrière leur écran, vous avez le sondage qui s'affiche. Vous regardez en bas à droite, il y a un onglet sondage, vous cliquez dessus. Et il y aura la question qui s'affiche. Donc la question, c'est à quelle place régionale se situe le département de l'Allier en matière de production bovin-viande, donc bien de race viande en bio. Voilà. Est-ce qu'elle se situe au premier, deuxième rang ou quatrième rang? Donc on va peut-être faire à main levée dans la salle. Voilà. Donc voilà, c'était un premier rang, deuxième rang, quatrième rang. Donc au niveau Donc, je vais répéter la question. À quelle place régionale se situe le département de l'Allier en matière de production bovin-viande bio? Donc, pour ceux qui pensent que c'est le premier rang. Oui. Peut-être lever la main, ceux qui pensent que c'est le premier rang. Ceux qui pensent que c'est le deuxième rang. Et le quatrième rang. Je n'ai pas compté. Vas-y, on va recommencer. Donc, le premier rang, il y avait une, c'est ça? Le deuxième rang, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, une quinzaine. Le quatrième rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, donc plutôt le deuxième rang qui l'emporte dans la salle.
pense que c'est au deuxième rang. Alors, si on prend le cheptel bovin lait, oui, on peut acter le deuxième rang, mais là, je parlais bien uniquement en bovin viande. Donc, en bovin viande, c'est plutôt le premier rang. Voilà. Mais après, voilà, c'était le petit piège de la question, de prendre uniquement les races à viande. Ah, ouais. Bah oui. C'est nous qui avons la plus grosse production. Donc tout ça pour passer sur le groupe bovin bio. Donc c'est la deuxième année où on sort les références bio. Alors le groupe est composé de 20 exploitations. Bon, c'est un petit groupe parce que finalement on a peu d'exploitants très spécialisés bovins. Souvent ils vont avoir d'autres ateliers. Donc là on a vraiment des gens qui sont spécifiques bovin viande bio. Donc représentatifs de cette production uniquement. Donc, si on regarde en termes de main-d'œuvre, on a des groupes tout à fait similaires. En termes de surface aussi, au niveau de la surface fourragère, on a 150 hectares pour le groupe bio et donc le groupe conventionnel 156 hectares. Par contre, la grosse différence se situe en termes de production bovine, parce que là, on a 74 vaches de moyenne pour le groupe bio contre 106 pour le groupe conventionnel. Et donc, ce qui se traduit aussi par un chargement moins élevé, à 0,87 UGB par hectare contre 1,06 UGB par hectare pour le groupe conventionnel. Donc, ça veut dire que ça a été des systèmes aussi qui ont été qui ont eu un petit peu moins d'impact au niveau des sécheresses ces dernières années, parce qu'ils avaient fait le choix d'avoir des chargements plutôt faibles. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai présenté la marge élevage au niveau du système bovin-viande, on était à 428. Là, en bio, on est à 416 € par hectare. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'en 2021, au niveau marge bovine, on a une faible incidence sur les cours de la viande, puisque la viande a pris seulement 20 centimes d'euros carcasse. Donc, voilà, il y a eu une faible progression pour ce groupe bovin bio, qui a été moins profitable. Donc, si on regarde maintenant jusqu'à l'EBE, donc on prévoit un EBE plus faible en 2021 qu'en 2020, donc à 368 € par hectare contre 394 € par hectare. Donc, sachant que c'est des systèmes où il n'y a plus d'aide au maintien au niveau de la PAC pour certains. Donc, les aides deviennent de moindres. Ceux qui sont convertis depuis pas mal d'années, on a de moins en moins d'aides sur nos exploitations. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un nouveau cahier des charges depuis le 1er janvier 2022, où on a des nouvelles contraintes, notamment en termes d'engraissement, où là, les bovins, il faut qu'ils soient engraissés à l'extérieur, chose qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, ils pouvaient être finis en bâtiment, mais depuis le 1er janvier, ils ne peuvent plus. Il faut qu'ils aient un parcours extérieur. Donc, petit changement pour nos systèmes. Donc, si on regarde au niveau de l'actif total, on a 608 000 € pour ces exploitations en moyenne et un taux d'endettement de 54% hors foncier. Donc, si on revient aux notions bovin-viande, on va avoir un petit peu au niveau des prospectives et du marché. Donc, premièrement, en fait, cette année, on a constaté que notre groupe engraisseur avait des résultats plus favorables. Il dégage 509 € de BE par hectare en moyenne. Depuis 2-3 ans, c'était le groupe qui avait le moins bon résultat. Et là, avec la reprise du cours de la viande, c'est plutôt favorable. Au niveau des perspectives, comme vous pouvez l'entendre à droite à gauche, la flambée des prix qui a un fort impact. Entre septembre 2020 et septembre 2021, l'énergie a pris 24%, l'engrais 40% et l'aliment 13% selon les données IPAMPA. Donc depuis septembre 2021, ça a continué encore à flamber, on le verra par la suite. Se posent des questions notamment pour nos systèmes hors sol, oui, puisqu'en bovin viande, vous n'êtes pas, vous le savez bien, on a quand même des ateliers hors sol au niveau faute boucherie sur le département.
Donc ça, c'est des systèmes avec au niveau de la poudre du lait, du gaz, voilà, des intrants. Les charges sont incompressibles, donc ils subissent de plein fouet ce qui se passe. Donc voilà, petite à voir hein, comment les choses vont se comporter pour eux pour l'année à venir. Et quelle évolution au niveau du prix de vente de la viande? Est-ce que ça va suivre encore, enfin, est-ce que ça va continuer à augmenter comme c'est le cas depuis quelques mois? Sachant qu'il y a toujours une forte demande hein, sur la viande hachée. Donc voilà, c'est quid de la valorisation, puisque le consommateur reste depuis hein, toutes les phases de confinement, de Covid, tout ça, la viande hachée reste un produit phare et donc peu de valorisation des morceaux nobles via la viande hachée malheureusement. Et demain, donc demain il y a des outils hein, dont on entend pas mal parler, donc la loi Egalim et la PAC 2023. Donc la loi Egalim avec la contractualisation au niveau des éleveurs avec les acheteurs. Sur notre secteur, on est plutôt en système broutard. On peut se poser, enfin, voilà, ça pose des questions parce que c'est facile de fixer un calendrier de vente pour des JB. Voilà, on sait très bien quand est-ce qu'ils vont être finis d'engraisser, tout ça. Ça paraît assez faisable. Par contre, pour tout ce qui est vaches de réforme ou broutard, bah, quand est-ce qu'ils seront bons à vendre? Enfin voilà, ça pose pas mal de questions sur comment vont se mettre en place les calendriers de vente, les choses comme ça. Donc la loi Egalim, on commence à en entendre parler. Je ne sais pas si vous avez des clients qui vous en parlent, mais pour l'instant, on voit peu de choses encore qui se mettent réellement en place. Je pense que dans les mois à venir, ça devrait normalement changer. Et au niveau de la réforme de la PAC 2023, comme vous savez, l'aide au bovin allaitant devient l'aide à l'UGB. Donc derrière ça, l'État voulait motiver en fait nos exploitants à partir sur des systèmes d'engraissement, sachant que est-ce que ça suffira comme levier d'action pour que les gens partent sur l'engraissement? Voilà, point d'interrogation, hein, ça reste, voilà, il y a des formes de calcul derrière et tout ça. Donc là, on invite chaque exploitant à gratter un peu les chiffres. On peut les accompagner aussi pour le faire. Donc voilà, à gratter les chiffres pour voir si c'est opportun pour eux ou pas d'aller vers plus d'engraissement ou de garder plus d'animaux sur l'exploitation. Donc voilà, ça reste des questions à travailler. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le groupe bovin viande. Je vous propose de continuer sur le groupe bovin lait et puis après de faire une petite pause questions si vous voulez, avant d'enchaîner sur la suite. Donc si on regarde le groupe bovin lait, donc on a 23 exploitations de moyenne, 2,36 ETH moyen, dont 0,34 UTH salariés. Donc 161 hectares avec 130 hectares de surface fourragère, 26 hectares de maïs et 31 hectares de culture. En moyenne, on a 70 vaches pour 560 000 litres. Donc ça fait à peu près 7 000 litres de lait produit par vache. Et on est à 1,13 UGB par hectare en chargement. Donc en bas, on a repris ce que vous avez dans les livrets, donc la marge brute du lait. On arrive à 289 € pour 1000 litres en 2021. Donc en légère hausse par rapport à 2020. Donc ça s'explique principalement par un meilleur prix du lait, un prix de vente du lait à 375 € la tonne en 2021 contre 300, en 2020 contre 390 en 2021 en prévision, donc en hausse. Pareil que tout à l'heure, donc la marge élevage surface fourragère 2021, on arrive à 1104 € de l'hectare de surface fourragère produit. Donc voilà. Donc maintenant, pour arriver à l'EBE, qui est de 649 € par hectare en 2021, on prévoit une légère baisse, bon, à toute relative, parce que si on regarde en valeur absolue, on est à 3 000 €. Donc, ce n'est pas non plus une baisse énorme. Faut aussi relativiser par rapport aux chiffres. Donc, on note
moins d'aide aussi pour ce groupe. Donc pareil, tout ce qui est aide Covid, sécheresse, tout ça, il n'y en aura pas en 2021 en prévision. Et donc là, on a la frise de la répartition des EBE en 2021. Donc 13% se situe entre 600 et 800 € de l'hectare. Et on a un peloton de tête, voilà, on a des EBE au-dessus de 1 000 € de l'hectare pour 13% du groupe. Donc ce qui est plutôt rassurant. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a eu globalement une bonne récolte de foin en quantité sur le département. Par contre, des qualités très variables selon les exploitations. Et ceux qui ont réussi à le faire dans la bonne fenêtre météo en juin, là, il y a eu 15 jours de beau et après, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, ceux qui ont réussi à récolter au bon moment, voilà, ça leur a permis d'avoir du produit de qualité, mais c'est pas pour tout le monde le cas. Donc, ça a demandé quand même une charge d'aliments pour certains pour compenser le manque de qualité sur l'année 2021. En actif total, on est à 689 000 €, hors foncier pour ce groupe. Et en taux d'endettement, on est à 60%. Voilà, c'est des systèmes qui demandent énormément d'investissement. Donc voilà, un taux d'endettement élevé pour ce groupe. Au niveau du marché, ce qu'on peut noter, c'est que au niveau de la Chine, il y a de fortes incertitudes pour l'année à venir. C'est eux qui consomment principalement voilà, une grande partie de la production au niveau de l'exportation. Donc on a toujours un recul du cheptel depuis 5 ans, moins 8%. Et cette tendance, elle tend à continuer et d'avoir moins de production, en tout cas en France, au niveau lait. Si on regarde les perspectives, un prix du lait qui est à la hausse, un prix de la viande qui est aussi à la hausse, donc au niveau du produit, un groupe où les tendances sont plutôt favorables. Est-ce que la hausse de ces cours vont permettre de compenser la hausse des charges pour 2022 et peut-être les années futures? Voilà. On espère qu'au mieux, les exploitations sont à l'équilibre. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. Est-ce qu'elles arriveront? Ça reste à voir. Et donc, et demain, au niveau des attentes sociétales, on a toujours de fortes attentes au niveau des productions laitières avec tout ce qui est bien-être animal, toujours au niveau réglementation, tout ça. Voilà, on a des outils, la PAC 2023, bilan carbone, HVE. Donc voilà, on a pas mal d'outils pour réussir à valoriser ce qui est déjà fait sur nos exploitations. Donc il faut que demain aussi les exploitants les utilisent à bon escient pour mettre en avant ce qu'ils font et ce qu'ils font de bien, puisqu'il y a des choses qu'ils font bien. Et pareil, au niveau, vous voyez pas, mais c'était voilà, une petite ouverture au niveau de la loi Egalim. Il y a des contrats. C'est vrai que le lait, les producteurs ont l'habitude de déjà contractualiser avec leur laiterie. Donc demain, comment on va se mettre en musique la loi Egalim? Voilà, là pareil, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais plutôt timidement. Donc à voir comment les choses vont évoluer au cours de l'année 2022. Donc avant de passer aux cultures, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Je ne sais pas si... Je vais laisser la parole du coup à Cécile pour nous présenter la suite. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, du coup, moi, je vais vous présenter un peu la suite de cette présentation Fermoscopie. Donc, au niveau du groupe culture, on a un groupe du coup qui regroupe 76 exploitations. C'est une SEU moyenne de 171 hectares, dont 148 hectares de culture. Donc, le petit écart peut être quelques surfaces en herbe. C'est 1,37 UTH pour 0,09 UTH salariés. Au niveau de l'assolement, on a 36% de l'assole qui est en blé, 18% en maïs, et puis le reste se répartit en orge, tournesol et colza. Et on a 24% d'autres cultures ou un petit peu d'herbe.
On a voulu faire un petit focus en fait sur les deux cultures principales, du coup, qui sont le blé et le maïs. Et on a repris les données sur 14 années, en fait, depuis 2007. En jaune, vous avez le rendement moyen. Voilà, donc on se rend compte que finalement, le rendement, il est peu variable. Le plus gros écart, il est que de 20 quintaux, ce qui n'est pas très conséquent. Donc, on avait la meilleure année qui était en 2013, où on avait 76 quintaux. Et puis, la plus basse année, c'est 2019, où on était à 57. Ensuite, au niveau de la courbe rouge qui représente les prix, là, par contre, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus marqué et qui n'est pas forcément en lien avec les rendements du département. Donc, au niveau prix, on a le plus élevé qui est donc 2021 à 215 € dans nos prévisions. Le plus proche, c'était qu'en 2012, donc ça fait presque 10 ans en arrière, on était à 200 €. Et puis, on a un plateau de prix entre 2014 et 2020 en moyenne à 160 €. Donc, ça faisait quand même quelques années qu'on était sur quelque chose d'assez constant. Et le plus bas prix, c'était en 2009 où on était à 114 €. Donc 114 €, 215 en 2021, on est presque au double. Voilà, donc 2021, du coup, on peut s'apercevoir qu'en effet, c'est une année record en prix et en rendement moyen, on serait aux alentours de 60 quintaux. Pour le maïs, donc on a la même représentation, on a donc les rendements en vert et puis donc le prix en rouge. Donc au niveau de la courbe de prix, on se rend compte qu'en fait, si on revient en arrière, c'est quand même relativement près de celle du blé. Donc 2009, une année mauvaise en prix. Du coup, on était autour de 100 €. Et 2021, là aussi, on retrouve notre prix à peu près équivalent au-dessus du blé dans nos prévisions à 215 €. Et donc, c'était en 2012 où là, on avait un prix le plus élevé aussi, autour de 200 €. Et avec un plateau, là aussi, de prix à 150 € entre 2014 et 2020. Ensuite, au niveau des rendements, là, par contre, c'est beaucoup plus différent que les rendements en blé. Donc, forcément, c'est des rendements qui sont très liés au climat, à la sécheresse. Et on avait du coup une année 2019 à 45 quintaux de moyenne, année catastrophique. Et la meilleure année, c'était 2014, où en rendement, on était à 118 quintaux. Donc, autant en blé, on avait que 20 quintaux d'écart, autant là, on est à plus de 2,5 fois la différence. Au niveau de la marge brute, dans nos prévisions, on a du coup pour 2021 des prix records. On a une prévision du coût du produit qui est à 1 520 € par hectare. En 2020, on était à 1 026. Donc, on a quand même une belle hausse. Pour les charges opérationnelles, la hausse prévisionnelle est que de 4%. Donc, on était encore sur des comptas où les charges avaient progressé, mais on n'était encore pas dans l'embellie qu'on voit actuellement. Voilà, donc en prévision de charge, on a 516 €, on était à 498 € en 2020, donc on a peu de variations. Du coup, notre marge brute, eh bien, elle subit du coup l'embellie de la hausse du produit. On serait une prévision 2021 à 1004 € et du coup, on a une progression de 475 € par hectare. Au niveau de l'EBE, en 2020, du coup, les comptas nous ont sorti un EBE moyen pour ce groupe de presque 400 €. Donc, on a aussi là la répartition des exploitations. Donc, on a quand même près de 30% des exploitations qui ont un EBE à plus de 500 € l'hectare. Donc, ce qui fait en moyenne, si on le traduit, ça fait à peu près 85 000 € d'EBE. Et à l'inverse, on a 17% des exploitations qui ont un EBE qui est à moins de 100. Et là, ça fait 34 000 €. Donc, on a à peu près 50 000 € d'écart entre celles qui sont au plus bas et celles qui sont au plus haut, pour une structure spécialisée en culture à peu près équivalente. Au niveau du coût de notre EBE pour 2021, on arriverait à une belle progression et un EBE de 783 € par hectare, ce qui nous fait 384 € de plus. Donc, on a une embellie qui est, une hausse qui est moins marquée que pour la marge brute, parce qu'on a du coup un petit peu d'aide en moins. Alors, les aides, c'est pas très marqué sur les autres aides pour ce groupe-là. Il pouvait y avoir dans les comptes à 2020 quelques exploitations qui avaient des primes liées à l'arrêt de la betterave. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus dans les comptes en 2021. Et au niveau des charges de structure, on a une petite progression, mais qui était encore relativement stable.
Voilà, donc notre BE, il augmente, mais pas autant que la marge brute. Pour cette exploitation moyenne, l'actif total, c'est 433 000 € hors foncier. Et au niveau du taux d'endettement, on est à 59%. Voilà. En ce qui concerne du coup la rentabilité, on a un taux de BE sur produit pour 2021, on est à 44%. Donc voilà, 100 € de produit, 44 € de BE qu'il reste. Pour 2020, on est à 29%. Donc c'est vrai que là aussi, au niveau rentabilité, forcément, on a une année qui est bonne, mais qui va être exceptionnelle. Il y a grande chance qu'on ne retrouve pas trop ces niveaux-là pour 2022. Au niveau prospective et marché, donc 2021, oui, on a des plafonds records atteints en termes de prix. Après, pour du coup, tout ce qui est perspective, la grande question, c'est quel prix de vente pour 2022 ? Et puis, quel impact actuellement avec tout ce qui est en train de se passer, comment ça va se transcrire du coup dans les résultats pour ces exploitations-là. Là, on a la hausse des intrants, et puis même accès aux intrants. Voilà, de réussir à se fournir pour pouvoir préparer au mieux les récoltes prochaines. Et demain, mis à part le contexte de la guerre, on a quand même pas mal d'opportunités peut-être qui sera à prendre avec les réformes, notamment de la PAC. On a tout ce qui est HVE et bilan carbone, et voir par rapport à tous ces changements, qu'est-ce qu'on peut en tirer chacun pour son exploitation. Ensuite, on va faire un focus sur les autres productions, un petit peu plus rapide, parce qu'elles sont peut-être un petit peu moins représentées. Au niveau des ovins, du coup, c'est une structure ça regroupe 37 exploitations spécialisées d'enfermoscopie. On a 101 hectares de SAU, il y a 13 hectares de culture dedans. 1,44 UTH, on a 0,15 UTH salariés. 405 brebis pour 373 agneaux vendus. Et on a un chargement de 0,84. C'est une exploitation type qui évolue pas beaucoup en fait sur les dernières années en termes de nombre de brebis et d'agneaux vendus. C'est à peu près équivalent, donc on n'observe pas spécialement de progression en termes de taille, ni d'ailleurs en termes de données techniques, on va dire. Le prix moyen de l'agneau pour 2021, on est à 142 €. Pardon, et 2020, on était à 127 €. Ah oui. Voilà, donc 142 € pour nos prévisions 2021. Donc on a une progression, 127 €, 142 €. On a du coup un marché qui a un peu changé. On a le Brexit qui a un peu aidé aussi à une consommation franco-française. Donc voilà, c'est un contexte plutôt favorable. Donc au niveau de la marge brute, on est à 563 € par UGB, 644 € de mieux. Donc c'est principalement lié à la progression des prix de vente. Notre BE pour ce groupe, pour 2021, en prévision, on est à 428 € par hectare. On est à 338 €, donc on a un écart de 90 € par hectare. Ce qui fait un EBE moyen pour la structure d'un peu plus de 43 000 € pour notre prévision, alors qu'on était à 34 000 €. Donc ça fait en gros 9 000 € de mieux quand même pour une structure équivalente. L'actif total hors foncier de ces structures, on est à 262 000 €. Donc c'est des structures qui sont moins conséquentes en termes d'actifs. Et en taux d'endettement hors foncier, on a 45%. Donc sur notre département, on a aussi des productions plutôt hors sol. Donc on a quand même quelques belles structures en porc notamment. Alors le porc, là en spécialisé, on n'a que 17 exploitations parce qu'en fait beaucoup de ces structures sont c'est une production en plus souvent de bovins viande. Voilà. Donc d'ailleurs pour notre groupe moyen, il y a une SAU de 179 hectares pour notre groupe porc. Donc ça montre clairement que ce n'est pas des décisions spécifiques porc. Donc là, on a plutôt quand même une filière en crise. On le sait actuellement. On est même plutôt très 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 bas en termes de rentabilité. Donc là, il y a un plan d'ailleurs, un plan au niveau de la filière qui est en train de se mettre en place, un plan d'aide.
Donc, on avait eu un effondrement des prix, on a eu la fermeture de la RHD, donc ça c'était bien suite au Covid. Il y a eu des difficultés logistiques, des pressions de la Chine et puis la fièvre porcine qui met un peu le bazar du coup sur les échanges mondiaux depuis quelques temps. On a une situation qui reste difficile pour les comptes 2021. Voilà, on a une limitation de baisse des prix, donc on a vu les prix moyens de vente baisser. Et puis, on a les intrants qui explosent. Donc, d'autant plus aujourd'hui, puisque c'est des exploitations clairement dépendantes en termes d'aliments. Et on a aussi des nouvelles contraintes environnementales et de bien-être animal qui amènent aussi de nouvelles réglementations et des nouveaux moyens de fonctionnement. Pour le groupe volaille, c'est 16 exploitations vraiment spécialisées. Donc, c'est une production française qui est sous pression. On a une conso de volaille qui reste stable en France. Par contre, on voit qu'on a des changements au niveau consommation, c'est-à-dire que tout ce qui est poulet, ça progresse, contre tout ce qui est dinde, pintade et canard. Donc là, on est sur une consommation plutôt en baisse. Faut savoir qu'en France, la consommation la plus élevée, c'est 66% de volailles standard, contrairement à ce qu'on pourrait penser et au développement du label. Et puis là, au niveau de l'Europe, la France, c'est le premier producteur de volailles de l'Union européenne. Voilà, après, au niveau prospective, là aussi, pour ce groupe, là, on peut se poser la question de la charge des intrants et puis la rentabilité liée à la hausse du coût de l'aliment. Pour 2022, donc c'est l'étiquetage obligatoire de l'origine des viandes. Et puis, on a une pression sociétale. Voilà, on a une montée en gamme des productions. Et puis, du coup, quelles conséquences ouais, ça s'est un petit peu coupé, mais quelles conséquences sur les investissements à venir? Voilà pour ces deux groupes. Donc, ensuite, on va voir tout ce qui est trésorerie et situation financière de la ferme Allier. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur ces groupes-là, les ovins, les cultures aussi, ou si on continue la présentation, si les questions viennent après, il n'y a pas de souci, on reviendra dessus. C'est plutôt calme. Donc, au niveau trésorerie, donc en fait, vous avez de représenter en vert donc les annuités, en jaune les prélèvements et en noir c'est l'EBE. Donc entre les deux, on a donc l'écart, alors qui semble minime, mais c'est le revenu disponible. Donc en fait, pour le bovin à lait, c'est là où on voit le plus d'écart avec un revenu disponible moyen de 44 000 €. Donc c'est là où on a un revenu qui est le plus important. Après, c'est aussi le groupe qui a le plus d'UTH en termes de main-d'œuvre. Et puis, le plus bas, c'est pour le groupe ovin, où on a un revenu disponible qui est que de 15 000. Donc ça, par contre, c'est bien les données de 2020. On les a ressorties des comptabilités réalisées. Par exploitation ou par revenu d'UTH? Non, c'est par exploitation, ouais. Ouais, c'est par exploitation. Oui, oui. Donc, au niveau du revenu disponible moyen pour la ferme Allier, on a 27 000 € et en prélèvement privé, on a 24 000. Donc, en fait, ça reste peu de marge, ça reste que 3 000 € de marge de manœuvre pour la trésorerie. Donc, en fait, on a pas mal de questions à se poser par rapport à ça. Ça permet peu d'autofinancement, ça permet pas vraiment d'améliorer les situations financières et la trésorerie. Et l'enjeu, ce sera les grandes questions, c'est à un moment donné, avec des moyennes à ce niveau-là, il va falloir prioriser l'utilisation de l'EBE, donc soit sur l'acquisition d'outils de production, soit sur le choix de prélever ou d'épargner. Suite du coup à la réalisation des comptabilités, pour chaque exploitation, on sort une fiche que l'on nomme santé économique et financière, et ça permet de situer en fait l'exploitation dans un niveau de risque. Donc ça prend en compte plusieurs éléments de comptabilité, l'endettement, la trésorerie, le niveau de revenu, voilà. Donc en fait, chaque exploitation se situe dans un niveau. Clairement, il vaut mieux être dans le niveau vert ou bleu,
puisqu'on est à un niveau de risque nul, voire faible. Donc là, on a quand même 72% des exploitations qui sont dans un niveau positif, hein, où on n'a pas de risque financier pour la structure. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce niveau-là, quand même, depuis 2015, là, on vous a fait un petit focus 2015-2020, ce ratio-là, il a quand même une tendance à la progression. Voilà, donc c'est quand même le point positif qu'il faut retenir. Et puis, bon, on a aussi des exploitations qui sont en risque moyen ou élevé, mais voilà, on en a que 28%. Ça a plutôt diminué. Donc c'est vrai que par rapport à ces exploitations-là, en lien tous ensemble, le but quand même, c'est d'accompagner au mieux les exploitants et puis d'essayer de faire en sorte que ces exploitations basculent plutôt dans le niveau de risque nul à faible. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions sur les 2 dernières visios, enfin les 2 dernières slides. Voilà, là, on s'arrête à 2020 parce qu'on est bien sur les comptas réalisés, hein, forcément, puisqu'on prend en compte les données de la compta pour situer l'exploitation. Pardon. J'avais une question. Est-ce que vous avez des éléments sur l'évolution des amortissements? Parce qu'on parle des annuités, mais en face, il y a une politique d'investissement. Oui. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur les évolutions, notamment sa répartition entre le bâtiment, le matériel agricole? Est-ce que vous avez ce niveau de détail, l'évolution surtout? Oui, alors je ne l'ai pas de tête là, mais en effet, à chaque fin d'année, lorsqu'on réalise Thermoscopie, on regarde aussi le niveau en effet d'investissement qui a été fait. On se rend compte que c'est plutôt constant. Il n'y a qu'en Vauvin-Lez où on a pu apercevoir une augmentation en fait de ces investissements. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas représenté ici. Ouais. Mais après, on pourra vous donner un peu plus de détails si vous voulez, en aparté. Ouais. Par rapport aux extrapolations, les comptes, les réels comptables, les résultats de comptables, vous arrêtez quand c'est ça? Alors, en fait, on y sort en septembre, donc les comptas, on est de juillet à juillet. Pour 2020. Pour 2020. 2021, c'est toujours des prévisions que l'on fait à l'automne. Exactement. Ouais. C'est très très rapide en ce moment. Ouais, au niveau des prévisions, oui. Parce que les engrais, 138% l'an dernier, on regarde de janvier à janvier. Le fio, 40%. Oui. Je pense que voilà. Après, on est sur. Oui. Après, là, quand on sort 2021 dans nos prévisions, par exemple, c'est tous les intrants pour 2021. Donc, c'était quand même avant la hausse. C'était pour la récolte 2021. C'est vrai que ça fait des charges. On recule, en fait. Oui. Ah oui, puis là, en quelques mois, ouais, très compliqué. Je ne sais pas si on... Oui, je voulais juste revenir sur la diapo d'avant, celle-ci. Voilà, celle-ci, parce que on oublie une chose, c'est que ça se fait, ces évolutions notamment d'annuités, dans un contexte de taux extrêmement bas. C'est-à-dire que quand on voit que le poids des annuités reste toujours un peu le même, voire commence à augmenter sur l'utilisation de l'EBE, voilà, ça veut dire que la part d'amortissement ne fait qu'augmenter. Parce que on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est les frais financiers qui pèsent lourd dans une politique d'utilisation de l'EBE. Je parle des frais financiers d'investissement, pas de trésorerie. Et voilà, donc, moi, ce qui nous inquiète, c'est au niveau de la banque, très clairement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit très clairement alors, je ne sais pas si c'est lié aux tailles, si c'est lié, mais on voit de plus en plus une politique d'investissement dans le matériel et qui nous inquiète parce qu'on arrive à des niveaux aujourd'hui d'endettement qui posent souci. Dans un contexte, on l'a dit tout à l'heure, d'utilisation de l'EBE entre prélèvement privé et surtout remboursement, voilà, qui pour nous, je suis encore surpris de voir que dans toutes les productions, il y a un EBE qui suffit à couvrir les deux. Enfin, nous, ce n'est pas la vision qu'on en a du point de vue bancaire. Hein, je peux vous dire, c'est plutôt une bonne nouvelle que l'on voit, mais moi, je suis plutôt à l'inverse. J'aurais plutôt tendance à voir des EBE qui n'arrivent plus à couvrir les annuités et les prélèvements privés. Après, ça reste une moyenne, donc en effet, ouais. Le problème, c'est les écarts. Plus ça vient, plus on a des écarts. C'est ça. On regarde la productivité, on est dans une moyenne. C'est le problème de la moyenne. C'est impossible d'aller productivité. Oui. Et là, avec ce qu'on va
allez voir l'activité, ça va encore se poser. C'est ça, parce que la moyenne, c'est tout ce qui fait. Et après, sur un fonctionnaire, quand on a des taux d'intérêt assez bas, donc je peux faire un prêt, cramer la maison. Ouais. Ah, ça coûte l'amortissement après. Ah non, mais à un moment. Alors, ça, c'est quand on est à l'aise. Hein, ça. Ça. C'est pas. Bah, de toute façon, voilà, ceux qui ont des situations financières qui ont un peu d'avance, ils peuvent, c'est toujours le même problème, ils peuvent mieux gérer, mieux anticiper, faire les meilleurs choix, ils ont la possibilité de le faire. Ceux qui sont déficitaires, ils sont toujours pris à la gorge et les décisions se font au dernier moment et pas forcément dans les coups les plus faibles. Ah oui. Oui. Bah ouais. Mais rien que par rapport à ça, lorsqu'on discute avec les exploitants, on voit de tout en fait. Hein. Il y a ceux qui avaient anticipé, ceux qui sont coincés, ceux qui font l'impasse, on va avoir de tout. Ouais. L'avantage, c'est qu'on varie sur l'année sur l'autre parce que là, les bonnes mais on est vachement décalé quand même. Ouais. La charge temporaire en viabilité, par exemple, elle n'est pas aussi différente que ça par rapport à Et là, oui, on est sur des chiffres qui sont à l'instant T, avec des perspectives à l'instant T, sauf qu'il y a un mois, un jour, 2 jours, Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer, mesurer l'impact par rapport à ces données-là. Mais aujourd'hui, l'écart se pose, je suis d'accord, il y a 2 notions. Hein. Il y a la capacité de gestion aussi du chef d'entreprise, hein, parce que ça fait de décisions. C'est-à-dire que là, on voit des gens qui gèrent différemment. Puis on voit des gens qui gèrent différemment, hein, c'est-à-dire que leur comportement, leur prise de décision, l'anticipation, ils l'ont ou ils ne l'ont pas. Ceux qui arrivent à anticiper, qui avaient eu une et après, il y a ce qui est subi. Hein. Ceux qui subissent aujourd'hui, alors il y a le slide d'après qui peut être intéressant. Ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est ces proportions-là, quoi. C'est cette notion de risque, et c'est là où je te rejoins, Samuel. C'est sur les comptas qu'on a sortis, qui ont servi de base, il n'y avait pas encore ça, il n'y avait pas ces tendances-là, quoi. Aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, hein, ce que j'ai peur, c'est que cette situation, pour ceux qui étaient déjà sous tension, elle se durcisse encore. Elles se durcissent encore. Donc c'est ça qu'il va falloir, c'est là où il va falloir être vigilant. C'est aujourd'hui sur l'accompagnement de nos chefs d'entreprise qu'on va avoir maintenant, quoi. Parce que oui, les écarts vont se poser. Ceux qui étaient en avance, ils ont anticipé, ils vont prendre des décisions, ils vont adapter leur pratique et ils vont s'en sortir. Pénalité, mais comme ils avaient déjà une situation qui pouvait être peut-être saine, c'était pas risqué. Par contre, ceux qui avaient des situations difficiles, là, il va falloir un vrai accompagnement, à la fois de la banque, à la fois de Air France, à la fois de tous ceux qui gravitent autour. Ça va être important. Bon, voilà. Mais oui, quand on présente ces chiffres-là, on vous les aura présentés il y a 2 mois, on ne se posera pas ces questions-là, quoi. Sauf qu'en 2 mois, le monde a changé et ça, ce qui nous attend, c'est pas forcément simple. Oui. Et après, tout ce qui est l'HVE, c'est flingué. Alors peut-être que ça va être sûr. Quand vous confiez ça, la mission à l'OFB, ça va prendre les 20%. Bon, les bio ont eu la faute de l'HVE, c'est pas dur. Donc ce qu'on pensait être un moyen d'accéder aux écologies par l'HVE va être, je pense, très compliqué. Donc voilà, ça on j'en parlerai à la fin. Ouais, non, mais ça récent, alors les bilans carbone, on parle de quoi vous voyez la tonne de carbone mondiale, la tonne de carbone en Europe, aussi on va durer longtemps. D'un côté, ça coûte 2 roupies, de l'autre en trop. Ouais, on va voir. Moi, je sais pas, franchement, c'est bien d'en parler. Quoi. Ah non, mais c'est bien d'en parler, mais c'est aussi bien d'être conscient de ce qui peut se passer, voilà, et puis d'accompagner nos adhérents. Enfin, ouais, non, mais... On est là aussi. Ça aussi, on en discute assez régulièrement. En 2 mois, ça a changé.
Mais aujourd'hui, c'est des gens qui sont chez eux sur leur exploitation, qui prennent tout ça plein fouet. C'est comment ils réagissent par rapport à ça. Mais la PAC, je pense qu'elle va évoluer aussi. Par rapport à ce qui se passe. C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions sur la mise en place, parce que là... Je pense que la PAC va pas changer. Après, il y a des dérogations. Par rapport au jachère, je pense que... Ah ben non, oui. Je ne sais pas si ça changera dans le PSN. Après, des dérogations qui peuvent amener, comme quoi l'Europe va dire les jachères, au lieu de jachères, les cultives. Ce serait une sage décision. Après, c'est pas le meilleur père, on est d'accord, souvent. Mais bon, quand il faut produire, il faut produire. C'est dans l'intérêt de l'Europe, c'est dans l'intérêt du pays aussi. Oui, voilà, c'est ça. On relancera le débat. Bon, donc c'était une dernière slide en fait pour vous expliquer un petit peu au niveau diffusion. Donc en effet, ça vous a été présenté au début. Donc il y a les petits livrets qui sont disponibles. Il faut vous servir bien sûr. Et puis après, on a des vidéos. On a 5 petites vidéos du coup sur les réseaux sociaux et puis des articles aussi qui vont apparaître petit à petit sur différentes productions. Alors, du coup, moi, je vais prendre le relais. Donc, je me présente, je m'appelle Annabelle Barthélémy, je suis du CERF France Alliance Massif Centrale. Et donc, moi, je vais prendre le relais pour vous parler. Ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est d'évaluer l'impact de la hausse des intrants. Alors, hausse des intrants qu'on a connue fin 2021 et de voir l'impact que ça pouvait aller avoir sur la campagne 2022-2023. Sachant que nous, on travaille sur des clôtures comptables pour la campagne 2022-2023 qui s'étale de septembre 2022 à avril 2023. Alors, je précise bien que c'est des tendances qui ont été faites avec ce qu'on connaissait fin 2021, puisque c'est finalement ce qui s'est passé un peu à cette période-là, et aussi ce qui se passe là actuellement, qui va aller impacter les résultats de nos exploitations pour la fin d'année. Mais sachant que c'est les scénarios que je vais vous présenter, ça a été fait avant le contexte conflit Ukraine-Russie. Alors, j'ai refait un petit retour en arrière sur un peu les origines de l'inflation, parce que finalement, tout est un peu parti de là, ce qui s'est passé en tout cas fin 2021. Donc, tout est parti un peu d'un déséquilibre qui s'est créé entre l'offre et la demande, de la tension en tout cas, puisqu'on a, suite à la crise sanitaire, une économie chinoise qui s'est reprise assez rapidement, du fait que, en tout cas, avec cette reprise de l'économie chinoise, elle a voulu sécuriser ses stocks, son alimentation. Donc, ça a créé du coup une forte demande. À côté de ça, on a eu en particulier sur le marché des grains des restrictions d'exportation de certains pays, notamment Russie, Argentine, qui ont voulu, eux, plutôt limiter l'inflation au niveau de leur pays. Et les intempéries climatiques en Amérique qui font que on a eu un peu de tension sur l'offre, en particulier des grains. En parallèle, on a un dollar qui baissait, et du coup, c'est plutôt synonyme derrière de hausse des matières premières. Et le prix des énergies, vous n'êtes pas le sans le savoir, qui est reparti à la hausse avec la levée des restrictions de déplacement, mais derrière une production qui n'a pas forcément suivi et cadré avec la demande. Donc tout ça fait que on est un peu rentré dans ce régime d'inflation et qu'on a vu augmenter les matières premières et les intrants. Alors avant de poursuivre, je vous propose un petit sondage. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va se le faire à main levée pour ceux de la salle et pour ceux qui sont par ordinateur. Le sondage va être lancé, j'imagine. Alors ce sondage, c'est quelle est la hausse de l'IPAMPA engrais entre novembre 2021 et novembre 2020. Alors on va se le faire à main levée. La première proposition, est-ce que cet indice IPAMPA, il a augmenté de 40% selon vous? Ouais. Est-ce qu'il a augmenté? Alors oui, c'est pas faux. Est-ce qu'il a augmenté de 40%, de 80% ou de 100%? Ça va être les 3 propositions. Alors 40%, du coup, j'avais une dame. Ouais. Alors ensuite, est-ce qu'il a augmenté de 100% et 80%? Ouais, c'est pour ça que je précise bien, on est en novembre, parce que là, maintenant, on est...
Du coup, au niveau... Ouais. Ouais, alors effectivement, alors en novembre 2021, ouais, on était sur une augmentation de 80% de l'indice IPAMPA pour les engrais. Donc après, ça a forcément encore un peu plus augmenté. Et donc pour revenir un petit peu, voilà, ce qui se disait tout à l'heure, c'est que finalement, on a la hausse des intrants en fait, qu'on a connue fin 2021, c'est elle qui va venir finalement impacter nos clôtures 2022-2023. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un décalage, parce que finalement, les achats, en fait, sur les achats qui sont réalisés comptablement, en fait, ça va être pris en compte en 2022, mais c'est vraiment voilà, ce qui se passe au niveau de la conjoncture finalement 2021 qui va venir impacter nos résultats pour 2022. Donc pour essayer de simuler un petit peu cette hausse des intrants et l'impact qu'elle pourrait avoir, on est parti sur 2 scénarios. Donc un premier scénario, le plus pessimiste, je dirais, où on est vraiment resté sur le principe que la conjoncture qu'on avait fin 2021 et tout début 2022 se maintenait. Donc des achats qui étaient réalisés, d'achats d'intrants réalisés au prix les plus élevés. Et on est parti sur un deuxième scénario où nos adhérents finalement vont aller ajuster leurs achats, ils vont s'adapter en fait parce qu'on sait qu'ils sont quand même capables de s'adapter. Donc ça passe soit par de la réduction d'achats alimentaires, soit limiter la fertilisation. Il y a pu y avoir également des achats qui ont pu être faits sous contrat, donc en amont de la forte hausse, et derrière de la gestion de volume de production du coup qui peut être associée. Donc je répète, c'est en fonction de la conjoncture qu'on connaissait avant conflit Russie-Ukraine. Donc à partir de là, on s'est posé les questions de savoir quel allait être l'impact sur nos charges et sur notre coût de production, sur nos coûts de production. On est allé quand même jusqu'à la marge de l'atelier parce que oui, on avait une hausse de charge, mais on a aussi quand même derrière des matières premières, une conjoncture de marché qui était plutôt porteuse, en tout cas pour les 2 systèmes qu'on a étudiés. Et on a aussi quand même cherché à savoir pourquoi on avait certaines exploitations. On le voit, on le parlait tout à l'heure, on a des moyennes, mais derrière, on a des écarts. Et on a cherché à savoir du coup pourquoi on en a certains pour un même scénario qui allaient mieux résister que d'autres. Et on est allé voir l'impact jusqu'à la trésorerie, parce qu'on le sait, dans des aléas tels que l'on connaît comme ça, c'est souvent la trésorerie derrière qui est là pour amortir le coût, je dirais. Et donc là, on s'est basé on a travaillé en tout cas sur 2 systèmes, à savoir le système bovin-viande et le système grande culture céréalière. Alors, quand on regarde en bovin-viande ce que donnent nos scénarios au niveau du coût de production, donc là, vous avez avant scénario, donc avant d'appliquer nos hausses d'intrants. Ensuite, on a l'impact sur le coût de production avec le scénario summum le plus pessimiste. Donc, on se rend compte qu'on arriverait finalement dans ce cas de ce scénario à une hausse du coût de production de 85 € par UGB. Et on a notre deuxième scénario d'ajustement où on serait à plus 40 € par UGB. Et donc, on voit bien que voilà, c'est effectivement ce qui va... le coût de production va augmenter, notamment à travers nos frais de culture, donc via du coup la hausse des charges en engrais, via nos frais d'alimentation également, qui vont prendre presque 20 € dans le cas de notre scénario plus pessimiste. Et les frais de mécanisation qui vont augmenter avec notamment les frais de carburant, les charges en carburant notamment. Donc, on voit que d'un scénario à l'autre, on est du simple au double en termes de hausse de coût de production. Alors, je le disais tout à l'heure, au regard des charges, on a quand même derrière une conjoncture en bovin-viande qui est quand même plutôt bien orientée, puisqu'on est sur un marché où on est en déséquilibre d'offre-demande. En effet, on est sur une phase de baisse de cheptel bovin européen, puisque sur 5 ans, on a perdu quasiment 400 000 vaches allaitantes. Donc derrière, ça veut dire moins d'offres en JB, en broutard. Et donc ce qui est vrai au niveau français et européen, parce que effectivement, même au niveau des principaux producteurs et exportateurs, notamment Pologne et Irlande, même eux voient une stabilisation de leur production.
alors qui est quand même à surveiller pour voir comment ça va évoluer sur l'année sur 2022. Mais en tout cas, pour l'instant, ils étaient plutôt en stabilisation de production. Et derrière, au niveau français, on a toujours une demande en termes de haché, de produits transformés, qui est toujours présente et qui, du coup, aussi est plutôt favorable à nos cotations. Et il faut savoir également que, avec la reprise un petit peu de l'ensemble des activités, on a quand même une demande aussi à la fois italienne et française qui est soutenue pour remplir les ateliers d'engraissement. Et en plus de ça, une réouverture là au mois de janvier du marché algérien. Donc tout ça fait que voilà, on est dans un scénario plutôt porteur, en tout cas pour les cotations bovines. Et voilà, la dernière question qu'on peut se poser, ça va être l'effet de la contractualisation. Chloé l'a déjà abordé tout à l'heure. Peu de choses pour l'instant semblent se mettre en place, mais en tout cas, ça peut être plutôt favorable pour le secteur, quoi. Donc l'un dans l'autre, voilà. À l'époque de nos prévisions, le marché en tout cas pouvait limiter en tout cas la hausse de charges qu'on connaissait à ce moment-là. Donc je l'ai dit, on l'a abordé, hein, au sein d'un même scénario, on va avoir de forts écarts et on le voit, puisque alors là on s'est basé sur le scénario ajustement où on avait plus 40 € par UGB de hausse de coûts de production. Et on le voit, c'est que nos moins impactés, ils verraient finalement leur coût de production augmenter de 25 €, alors que nos plus impactés, eux, verraient leur coût de production augmenter de 65 €. Alors la question qu'on s'est posée finalement, c'est pourquoi un tel écart pour un même scénario? Alors ce qui ressort, c'est que quand on regarde globalement la structure de nos exploitations entre nos moins impactés en haut et nos plus impactés en bas, donc en termes de main-d'œuvre, on a des structures sensiblement identiques. On a un peu plus de vaches gérées, je dirais, par unité de main-d'œuvre pour nos plus impactés. Mais ce qui est assez flagrant et qui ressort, c'est que finalement, nos moins impactés, on est vraiment sur des systèmes qui vont plutôt favoriser, ils sont quasiment à 100% herbe, comparativement à nos plus impactés. Donc on a vraiment une autonomie au niveau de la gestion de l'herbe, avec derrière, en termes de productivité, avant de passer sur les charges, en termes de productivité, ce qui ressort aussi, c'est que nos moins impactés ne sont pas forcément plus productifs. Là où on a vraiment une différence, c'est que nos moins impactés, finalement, ils sont vraiment économes au niveau de leur charge. On le voit, que ce soit au niveau, et notamment au niveau de nos trois postes principaux, je dirais, c'est nos frais de culture, notre alimentation et notre mécanisation. C'est vraiment ce qui fait leur force, du coup, et ce qui fait qu'ils s'en sortent un peu mieux, en tout cas qu'ils prennent moins cette hausse du coût de production. C'est vraiment de l'économie de charge qui va les caractériser, du coup. Alors derrière, du coup, ça va se traduire, donc je l'ai un peu abordé, par une meilleure autonomie et une meilleure efficacité technico-économique. Et surtout, derrière, ça va se traduire par un revenu, un EBE un petit peu plus élevé pour nos moins impactés, puisqu'ils vont avoir un EBE par UTH de 26 900 € contre 26 200 € pour nos plus impactés. Mais surtout, c'est au niveau du revenu disponible où on va avoir un peu plus de différence, puisque nos moins impactés vont être à 12 000 € de revenus disponibles contre 11 000 € pour nos plus impactés. On reste néanmoins quand même sur un niveau de revenus disponibles inférieur à un SMIC, donc il reste quand même assez faible. Donc voilà, s'il y avait quelques messages à retenir sur nos systèmes bovins-viande suivant nos deux scénarios et qu'est-ce qui finalement semblerait faire que face à un aléa conjoncturel tel qu'on le connaît, c'est que finalement ce qui semble faire la résilience, c'est le fait vraiment de maîtriser ses charges de production et d'être économe au niveau de ses charges, quoi. Là, pour le coup, c'est pas tellement la productivité qui va faire la différence sur un aléa conjoncturel.
Alors, avant de passer sur le système grande culture, je ne sais pas si du coup ça a amené des questions. Du coup. Oui, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'ai bien précisé que. Alors, c'est dans. Là, c'était dans. Là, c'est dans le cadre d'un aléa conjoncturel, pas sécheresse, ouais. Oui. Une crise des intrants, donc forcément, quand vous êtes consommateur d'intrants, en face, on a quand même une augmentation des prix. Alors, c'est pas calculé, mais ça va s'entraîner quand même une partie. Voilà. Après, c'est est-ce que ça va? Est-ce qu'on sera en capacité d'augmenter les prix? Plus les bouleversements qui sont en train d'opérer, le maigre, tout ça, où ça allait super bien, j'ai peur que la donne change un peu de temps. Oui, là, après, c'est sûr. C'est sûr qu'on a des marchés qui évoluent très vite. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais bovin viande, c'est vrai qu'on peut avoir, voilà, ce qui est vrai, même au niveau des cotations aujourd'hui, le sera peut-être plus dans 3 ou 6 mois, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, oui, voilà, après, la partie marché des intrants évolue également, bah, voilà, très vite en ce moment, ouais. Oui. Des Espagnols qui sont en train de dégraisser leurs ateliers parce qu'ils sont dépendants pour 20% d'import. Donc là, ils balancent des tourbillons finis sur l'Algérie 3,20 rendus. Nous, ils sortent du centre, ils ont fait 20 km. Ouais. On n'est pas encore arrivé au port. Donc voilà ce qui est en train de se passer. L'Italie, comment ils vont réagir? Ils ont du maïs, là, ça se négocie pour 180 € de tête. Est-ce qu'ils vont rentrer des veaux? Des tourbillons acidales? Je ne sais pas. Voilà, c'est toutes des interrogations, là, c'est en train de tout. Oui, non, mais c'est sûr que là, on est sur un marché qui est vraiment instable. C'est pour ça que voilà, j'ai pas proposé non plus de nouvelles tendances par rapport au conflit, parce que derrière, ça fait trop d'hypothèses qui nous permettent pas d'avoir des chiffres qui soient stables. Et là, effectivement, alors j'ai envie de dire, les hypothèses quand même que je vous présente sont pas forcément caduques non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'être sur un scénario je pense le plus pessimiste, mais avec derrière de l'ajustement, ouais. Mais... Sur les engrais, en fait, la différence va être ceux qu'on acheter au mois de juin et ceux qu'on acheter plus tard. Donc, ça sera sur 2022 qu'on va le connaître. Et pour d'autres, l'impact dans le vrai, c'est en 2023. Et oui, c'est ça, c'est ce que j'ai expliqué au début, ouais. Oui. Et c'est sans compter ceux qui avaient fait l'impasse en espérant que là, au printemps, ça irait peut-être un peu mieux, ou qu'en tout cas, les prix baisseraient, et qui, du coup, vont se retrouver le bec dans l'eau sans... Oui. Oui, ça. Oui. Oui, non, c'est sûr que ça laisse interrogatif, ouais. J'ai fait un contrat pour l'année prochaine, 240 balles. Content? Aujourd'hui, il pose des questions. Et là, en téléphone, il dit si on casse, ça se passe comment? Non, mais c'est un truc de fou. Et oui, ça évolue très vite, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas évident, je pense, effectivement, de se positionner, ouais. Bah, du coup, vous parlez de céréales, donc ça tombe bien, vous me donnez le mot pour continuer. Et du coup, bah, vous proposez, voilà, au niveau grande culture céréales, ce que ça pourrait donner en fonction de nos 2 scénarios. Donc là, en grande culture, donc c'est principalement l'engrais, hein, c'est pas, ça paraît logique. Hein. C'est l'engrais qui va venir peser pour nos 2 scénarios sur le coût de production. Et on serait sur le scénario le plus pessimiste à une hausse du coût de production de 180 € par hectare de culture. Et sur le scénario où on aurait un peu plus d'adaptation de la part de nos adhérents, on serait sur du plus 100 € par hectare. Alors là, en céréales, on est sur un marché, qui est quand même relativement très porteur, hein, j'ai envie de dire. Pareil, hein, pour reprendre un peu les origines, ça vient du fait des achats de la Chine qui ont démarré sur l'été 2020. Et du coup, ça a eu tendance plutôt à plomber un peu les stocks de grains et créer du coup de la tension sur l'offre. Et j'en parlais tout à l'heure, sur les restrictions russes qu'il y avait eu afin de limiter l'inflation
au niveau de leur pays. Après, l'interrogation qu'on peut avoir sur 2022, bah, c'est en termes de rendement, comment vont se passer les rendements pour la récolte à venir. Et je rajouterais même une autre interrogation, c'est voilà, c'est l'effet aussi conflit. Pour l'instant, en tout cas, sur le marché des grains, c'est plutôt porteur en termes de prix, en tout cas pour les grandes cultures. J'ai envie de dire, pas forcément après pour les bovins viande, mais j'y reviendrai par la suite sur la fin de mon diaporama. Donc du coup, en grande culture, on est quand même sur voilà, une marge de l'atelier avec, malgré la hausse des intrants, un marché qui devrait quand même venir contrecarrer cette hausse des intrants, quoi. Donc derrière, j'ai fait le même travail, hein, c'est-à-dire que j'ai regardé voilà, nos écarts, à quoi ils peuvent être dus, puisqu'on s'en rend compte pour le même scénario, donc où on est à plus 100 € par hectare de culture sur le coût de production. Nos moins impactés verraient leur coût de production augmenter de 60 € et nos plus impactés de 140 €. Donc je suis allée voir derrière pourquoi on avait un tel écart. Donc au niveau de la structure, ce qui ressort, et au niveau de la productivité, ce qui ressort, c'est que finalement on a une productivité comme en bovin viande finalement qui n'est pas tellement différenciante. Là où se fait la différence, encore une fois, c'est sur l'optimisation des charges, et en particulier sur le pôle engrais, semences, phytosanitaires. Donc vraiment tout ce qui est frais de culture, et également carburant et entretien matériel. Ce qui ressort également, c'est que finalement nos moins impactés, c'est aussi des systèmes qui font appel à un petit peu plus de délégation. Parce qu'on voit que nos travaux par tiers, donc c'est là où on retrouve notamment nos charges liées à tout ce qui est la délégation, qui sont un peu plus élevées, quoi. Donc, ce qui peut expliquer aussi que derrière, on ait des charges peut-être en carburant et entretien matériel qui sont un petit peu plus faibles. Alors derrière, ça se traduit par des résultats économiques pour nos moins impactés, où là, on a vraiment un écart, puisqu'on se retrouve, alors je saute directement au revenu disponible, mais on voit qu'on a un revenu disponible pour nos moins impactés qui culmine à 25 000 €. Donc un peu plus d'un SMIC et demi par UTH, contre un peu moins de 10 000 € pour nos plus impactés. Donc derrière, pourquoi j'ai sauté au revenu disponible, c'est que derrière, du coup, ça laisse, qui dit plus de revenus disponibles, dit derrière un potentiel de rémunération et ou de marge de sécurité aussi plus intéressant. Donc pour les grandes cultures, finalement, voilà, ce qui ressort, on est un petit peu dans le même schéma, j'ai envie de dire, qu'en bovin viande, c'est que finalement la différence entre nos écarts, entre nos moins impactés et nos plus impactés, se fait vraiment sur l'optimisation des charges et sur la maîtrise des charges. Pareil avec un aléa, dans le cadre de cet aléa conjoncturel de hausse des intrants. Et c'est, comme on peut le retrouver souvent quand on regarde nos plus performances, souvent on a la productivité qui ressort, mais là en l'occurrence, c'est pas elle qui va nous faire la différence. Alors derrière, je le disais tout à l'heure, on est allé du coup voir jusqu'à la trésorerie comment ça se comportait. Et donc comme je le disais, c'est les trésoreries finalement qui accusent le coup quand on a une hausse de charge. D'ailleurs, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure. Et donc j'ai regardé en fonction de mes deux scénarios comment mes trésoreries se comportaient. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les chiffres, mais ce qui est intéressant quand je dis que c'est les trésoreries qui accusent le coup, c'est quand on est dans notre scénario le plus pessimiste finalement. Quand je dis qu'en bovin viande, on a 5% des trésoreries qui décrochent, enfin de nos adhérents qui décrochent, et 11% en grande culture, ça veut dire qu'on a 5% en fait de nos adhérents qui passent en trésorerie négative. C'est ça que j'appelle décrocher. Et donc c'est bien là où on se rend compte que c'est les trésoreries derrière qui viennent accuser le coup et qui prennent le relais, quoi. D'où derrière la nécessité de consolider sa trésorerie, notamment quand on a des successions d'aléas. Là, on l'a connu, on a eu sécheresse, là maintenant on a hausse des intrants. Et cette trésorerie, nous, ce qu'on se donne un petit peu comme repère, c'est de devoir la consolider jusqu'à tant qu'en fait le besoin en fonds de roulement n'est pas atteint. Alors ce besoin en fonds de roulement, je vous l'ai schématisé ici. C'est en fait la différence quand vous prenez vos stocks, votre réalisable et dispo, moins les dettes court terme, on obtient en fait le besoin en fonds de roulement. Et j'ai pris un ordre d'idée en bovin viande. En fait,
le besoin en fonds de roulement, en fait, il doit couvrir 150 jours de chiffre d'affaires. Donc après, l'analyse qui est intéressante à avoir quand on est adhérent, c'est finalement, en fonction de ma situation de trésorerie, c'est comment est-ce que je peux réagir et quel levier je peux mettre en avant. Donc si je suis dans le cas où j'ai envie de dire tout roule entre guillemets, c'est-à-dire que ma trésorerie est positive, du coup, derrière, comment est-ce que je peux réagir? Donc, soit je peux mettre... alors, à chaque fois, j'ai 2 leviers différents. Je peux avoir des leviers financiers et des leviers technico-économiques. Dans le cas des leviers technico-économiques, quand ma trésorerie est bonne, c'est finalement se poser la question jusqu'à quand est-ce que je peux rester solide et jusqu'à quand ma trésorerie peut amortir des successions d'aléas. Et derrière, ça nécessite aussi du coup pour gérer cette trésorerie, ça veut dire aussi gérer ses investissements. D'un point de vue financier, la question qui peut se poser, ça peut être d'aller analyser son besoin en fonds de roulement et du coup de placer une partie de cette trésorerie en épargne de précaution. Si au contraire, je suis dans le cas où j'ai une trésorerie j'ai des résultats qui sont tout juste à l'équilibre, donc un EBE qui couvre tout juste mes annuités, mes prélèvements. Du coup, pas de possibilité, je dirais, de mettre en trésorerie. Alors là, on revient déjà dans un premier temps plus sur des leviers technico-économiques, donc c'est-à-dire analyser un petit peu, se poser, analyser ses pratiques techniques et voir, essayer d'identifier les charges sur lesquelles je peux agir, s'il y en a sur lesquelles je peux agir, et essayer de les limiter, de les optimiser. D'un point de vue financier, on peut peut-être envisager un prêt court terme ou pour essayer de re-rentrer de la trésorerie, ça va être d'aller négocier ses délais paiement fournisseurs ou d'essayer de raccourcir ses délais d'encaissement. Sur du plus court terme, sur du court terme, je dirais, ça peut être pour rentrer de la trésorerie assez rapidement, ça peut être de décapitaliser, pardon. Mais globalement, j'ai envie de dire quand même, ce qu'on a tendance à dire, c'est quand on a une stratégie d'exploitation, c'est d'essayer de s'y tenir et de pas changer un peu au gré des aléas pour essayer de surmonter les aléas. On en a des fois qui le font, hein, je pense que les conseillers seraient plus à même de témoigner que moi là-dessus. Mais on se rend compte que économiquement, financièrement, en tout cas, c'est souvent pas viable. Voilà, et pour finir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, là, je voulais quand même faire un petit encas sur le conflit Ukraine-Russie. Je l'ai dit, on n'a pas fait de simulation de scénario suite à ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie, enfin en Ukraine, tout simplement parce qu'il y a trop d'hypothèses à prendre en jeu, donc ce serait vraiment compliqué de pouvoir poser des chiffres. Mais globalement, quand même, ce qui ressort, c'est que ce conflit-là, il va avoir quand même 2 impacts au niveau du marché des grains et au niveau du marché de l'énergie et des engrais. Hein, on en a parlé. Alors, au niveau des marchés des grains, j'ai envie de dire qu'on n'a pas tellement de soucis de pénurie de disponibilité à avoir, en tout cas à craindre pour nous, puisque nos importations françaises, que ce soit en blé ou en maïs, en provenance de Russie et d'Ukraine, reste vraiment très minoritaire. On est plus sur une dépendance au prix des marchés mondiaux. On le voit hein, depuis le début du conflit, les prix sont très volatiles et sont repartis totalement à la hausse. Et donc là, on va plus avoir... Alors autant ça va être un effet plutôt positif, j'ai envie de dire, pour les céréaliers. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de céréaliers. Ouais. Mais par contre, voilà, pour les systèmes plutôt production animale, là, ça va faire un peu plus mal puisque voilà, ça va encore réentraîner à la hausse leur coût alimentaire, quoi. Et ça va avoir un fort impact sur leur coût alimentaire. Au niveau du marché de l'énergie et des engrais, alors là, on est un peu dans un autre cas de figure, donc on va avoir la hausse des prix, hein, on le connaît, que ce soit au niveau du pétrole, au niveau des engrais, hein, on le voit là, les cotations s'affolent. Alors au niveau gaz, en fait, le marché russe, il représente 10% de nos importations de gaz. Nos principaux fournisseurs étant la Norvège et l'Algérie. Pourquoi je parle du gaz? Parce que le gaz, en fait, il entre dans la fabrication de nos engrais.
et notamment le gaz russe. Donc c'est là en fait que se fait le lien entre la hausse du gaz et la hausse des engrais. Et donc d'où la hausse qu'on connaît. Et en plus de ça, on risque d'avoir, et on a peut-être déjà, des perturbations au niveau des approvisionnements à craindre. Et avec notamment des entreprises, je lisais hier, c'est Yara, un fournisseur, qui effectivement, c'est ça, qui a arrêté de produire parce que ça leur coûte trop cher en fait de faire venir la matière première et de produire du coup les engrais. Ouais. C'est ça, d'où les risques d'appro, de manque d'appro. Ouais. C'est un sérieux problème parce que l'impact va être et tout dépend des exploitations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout dépend de leur stratégie, ouais. Ça peut tout bouleverser quand même un marché de viande qui était porteur. Oui. Alors après, sur les marchés laitiers et viande, le conflit en tant que tel, pour l'instant, ne devrait pas avoir trop d'impact dans le sens où on n'est pas dépendant d'importer ou d'exporter chez eux. Mais... Là, c'est différent. Voilà, ça va être... Là, on a utilisé des intrants. Mais pas ricochet. Moi, j'ai une bonne intervenne. Marché espagnol, qu'est-ce qu'ils vont faire? On envoie, c'est le deuxième importateur de veau. Tous les veaux laitiers vont là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils importent tout. Avec la céréale à 350 balles ou 400, quel engraissement est possible? Combien il faut vendre Oui, bon. Ils peuvent décider d'arrêter. Quelles vont être la politique des engraisseurs, même chez nous? Aujourd'hui, moi, je m'interroge. Je ressème plus de maïs. Je reste sur mon stock qui me reste. Il est trop tard, si ça continue, je déloche. Et qu'est-ce qu'on fait des veaux? L'Italie, comment ils vont réagir? Je balance dans le méthaniseur et je vends le grain. Oui. Voilà ce qui va se passer. Et là, par ricochet, on peut être complètement impacté. Et je ne vous parle même pas au niveau du marché du porc à volaille, où là, on a le coût alimentaire. Et là, c'est déjà, oui. Donc, une bonne nouvelle encore, les prix sont partis à la hausse. En Allemagne, c'est 1,75. Bon, moi, j'attends de voir, c'est l'industrie là qui va exploser. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que les abatteurs, en termes de coût d'énergie, d'électricité, gaz, c'est multiplié par 3, par 4. C'est des euros. Donc, comment ça va résister tout ça, je ne sais pas. Parce que on repousse, à un moment donné, le consommateur, moi je veux bien qu'on passe des hausses. Ça va caler à des endroits quand même. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a aussi le pouvoir d'achat derrière quand on se projette à un moment donné, effectivement, qui peut interroger. Ouais. Ça veut dire c'est toute une stratégie qu'on a à avoir au niveau national. Donc je suis extrêmement inquiet, c'est le moyen de production, si on n'arrive pas à avoir, sans parler du coût, c'est la disponibilité. Si l'année prochaine on n'a pas d'azote à mettre dans les champs, vous allez voir la production comment elle va s'effondrer. Oui, mais ça donne le vertige. Oui, après. C'est catastrophique, il faut être conscient comment on fait. Quoi. Et s'il y a des actions à faire au niveau de l'État, c'est de subventionner du gaz pas cher, il faut faire de l'engrais. On en est là. Et ce qui peut être inquiétant, voilà, c'est que l'État, pour l'instant, n'a pas l'air, il me semble, de prendre position plus que ça. Ça arrivait tellement vite. Quand vous voyez que le fuel a augmenté, il a doublé en 4 jours, c'est la semaine dernière. Bon, il va chuter là. Enfin, c'est des trucs, ça dépasse toujours. Quoi. On a quand même vu du prix de GNR aussi cher que le blanc. Oui. Bon, c'est pas si où la différence. Et oui, ça laisse interrogateur. Ouais. On entend aussi des difficultés d'approvisionnement en aliments. Oui, moi j'ai Télus, ils ont bloqué le site la semaine dernière parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir les apports. Il y a des gars qui avaient des contrats sur le colza, tout ça. Les dernières semis, elles n'arriveront pas. Là, il n'y a rien qui vient. Donc c'est franchement. Court terme, c'est très compliqué. C'est faux. Ouais. On a des hausses d'aliments sur les protéines, là, c'est plus 40, plus 50 euros. Là, ils avancent toutes les hausses parce qu'ils n'arrivent plus. Il n'y a pas de visibilité. Et oui, les marchés sont très volatiles et puis on ne sait pas l'issue, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc c'est compliqué de se projeter, ouais. L'an dernier, on a dit tiens, ça va bien se passer. On a acheté un peu de ferraille, on va l'avoir le voir, je pense. Bon, les amortissements et la nuitée va arriver l'année prochaine. Oui. Attention. Voilà. C'est pas bon, c'est un métier, on croyait être tranquille.
Disons que là, ça s'enchaîne un peu, ouais. Ça manquerait plus que ça. Le tableau est là. Et le problème, c'est dans ces écarts qu'on connaît, là, qui sont inédits, comment faire une structure à résister. Ça va être extrêmement compliqué. Le tiers qui ne va pas peut se transformer en plus de 50%. Et rapidement. Oui, c'est sûr qu'après, c'est ce que disait David, c'est-à-dire que la partie, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ce qui était déjà fragile avant, là, effectivement, c'est des structures qui vont avoir besoin d'être accompagnées, oui, parce que ça risque d'être catastrophique. Ouais. C'est bon, Lionel ? Non, c'est bon. Vous avez des questions? Après, on va repartir sur d'autres éléments. Non, des questions, des remarques? Il ne faut pas être conseiller en ce moment. Ah bah si, c'est là où on a toute notre valeur ajoutée, Christophe. Alors juste, je voulais remercier Annabelle, Cécile et puis Chloé pour leur intervention. Donc, au moins, on a le mérite de faire un constat à un moment donné. Maintenant, je ne vais pas statuer sur le fond parce que vous avez tous compris dans quelle situation on est. Je pense qu'on est tous des partenaires de l'agriculture et on dépend tous de nos adhérents sociétaires ou autres, je ne sais pas quel nom on utilise. Mais là, on est vraiment... On a vraiment un rôle à jouer dans les temps qui arrivent, quoi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vu ce qui se passe et vu ce qui va se passer, moi, je suis incapable de vous dire dans les 3 mois ce qui va se passer, hein, que ce soit sur le coût des matières, sur les prix de vente. Enfin, je pense que, Christophe, tu seras d'accord avec moi, on est dans l'incertitude. Souvent, pour les entreprises, on leur demande de manager dans l'inconnu. Là, on va demander à nos chefs d'entreprise agricoles de piloter dans l'inconnu, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions sans savoir l'impact que ça peut avoir derrière. Et ça, c'est très difficile pour un chef d'entreprise. Donc, je pense que notre rôle à tous, que ce soit banquier, assureur, DDT, l'agence de développement économique, enfin tous les partenaires qui sont ici, on a intérêt à travailler dans le même sens, ensemble, pour voir quel conseil on va apporter à nos adhérents, quoi. Moi, je parle sur la forme, le fond, on le connaît, et on va le vivre au quotidien. Alors, nos services veille doivent être omniprésents, parce qu'en fait, j'étais l'autre jour avec un constructeur de bâtiments, il dit, moi, je garantis mes devis maintenant 24 heures. Parce qu'au-delà, je ne peux pas. C'est pas possible. Donc lui, il traite directement avec ArcelorMittal. Il pouvait l'avoir jeudi, c'était jeudi. Là, aujourd'hui, je ne sais même pas. Mais il dit, moi, mes devis, vous me les validez avant demain midi, sinon je ne fais pas. Hein, je suis obligé de le revoir. Donc ça, on n'a pas connu. Alors c'est aussi difficile pour eux que pour celui qui achète, quoi. Parce que l'image qu'on renvoie, c'est quand même compliqué, quoi. Oui, ah bah non, mais là, je compte sur... Ouais, c'est... On appuie sur un bouton, ça sort. Non, mais ça veut dire que très honnêtement, les décisions qui sont à prendre aujourd'hui, elles vont quand même être compliquées à prendre. D'où l'intérêt que tous nos organismes, on puisse travailler ensemble au service de nos adhérents et les accompagner. Là, je reviens sur la forme. C'est aujourd'hui, nos clients, ils vont nous appeler, ils vont appeler les conseillers, j'irai chaque semaine pour dire mais qu'est-ce que je fais, quoi. Donc là, on a intérêt à être bon sur les projets. Alors, je parlais des JA qui s'installent ou des créateurs d'entreprises parce qu'on parle du marché agri aujourd'hui parce qu'on est là. Mais on parle les porteurs de projets sur d'autres activités, c'est pareil. L'approvisionnement, je crois que c'est encore pire. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, c'est comment on arrive à ne pas bloquer le système, à continuer à faire avancer les projets tous ensemble pour nos adhérents, quoi. Voilà, donc on ne peut pas s'arrêter, le monde ne peut pas s'arrêter. Donc ça, c'est hyper important. Après, donc sur l'accompagnement, nous, ce qu'on veut faire à Serre France Terre d'Allier et par coutume, ce qu'on a traditionnellement l'habitude de faire, et c'est là aujourd'hui où je disais on va retrouver notre valeur ajoutée, c'est que là, on va avoir des vrais accompagnements à faire sur des décisions qui vont être à prendre rapidement. Donc là, au niveau des services conseils, on doit être omniprésent et accompagner au quotidien nos chefs d'entreprise. Après, le monde ne s'arrête pas de tourner, donc on avait d'autres projets en cours. Alors, on a parlé de la réforme de la PAC tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passera, je ne sais pas comment on va réagir l'Europe, je ne sais pas si on va parler de dérogation, de changement de PSN, voilà, on verra bien. Et en fait, ce n'est pas la dénomination qui va changer, c'est les conséquences que ça va apporter. C'est surtout ça qui est important. Donc, la réforme de la PAC, oui, on a intervenu plusieurs fois en local. On l'a présenté, on l'a expliqué, on en connaît les conséquences un peu aujourd'hui pour la plupart de nos exploitations. Alors nous, on propose un outil de simulation aujourd'hui pour un maximum de nos clients. On appelle SimulPack, on en a 200 à peu près de faits. Et ça permet à nos chefs d'entreprise de dire, voilà, demain,
J'avais un volume d'aide aujourd'hui qui est de 50 000 €. Demain, est-ce que j'aurai 45 ou 55 ? Si j'ai 55, je ne suis pas dans la même situation que si j'ai 45, quoi. Voilà. Et comment, si j'ai 45, comment je peux faire pour, en gros, optimiser mon système ? Alors, j'aime pas utiliser le mot optimiser pour des aides, mais on en est malheureusement là. Est-ce que je vais prendre un bonus S ? Est-ce que mon éco-régime, je vais être au niveau supérieur, etc., etc. Donc, il va falloir regarder ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on propose à nos adhérents, c'est de travailler avec cet outil-là, de faire la simulation sur leurs entreprises, de pouvoir voir où ils se situent et qu'ils puissent prendre les décisions. Parce que s'ils ont des décisions à prendre sur l'assolement, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'ils les prennent, c'est pas au 1er janvier 2023. Parce que même si la PAC est officielle au 1er janvier 2023, l'assolement, il doit être réfléchi bien avant. Et en plus, avec ce qui se profile, peut-être que les assolements... Enfin bon, voilà. Donc... Ouais, c'est ça. Donc l'équation, elle est quand même relativement complexe. Parce que l'idée, c'est qu'il faut quand même mettre les gens au cœur de ça, parce que l'opportunisme ne va pas payer forcément sur la suite. Parce qu'aujourd'hui, bah oui, les cultures, on a le moins d'azote, mais est-ce que c'est ce qu'il faut pour la réforme de la PAC ? Est-ce que ce qu'il faut en termes de commercialisation ? Est-ce que ça sera la meilleure marge ? Je ne sais pas. Non, mais voilà, après, moi, j'ai plein d'incertitudes. Je n'affirme pas aussi fort que ça. Oui, il faut compter. Ouais, non, mais là, Pardon, il faut que je bouge. Il est venu le temps de compter, là, vraiment, et de compter bien justement et de décider rapidement. Donc ça, c'est sur la partie réforme de la PAC et ce qu'on met en place pour essayer de voir un peu avec nos adhérents ce qu'ils ont intérêt à faire pour la suite. Ça fonctionne plutôt bien et je pense que c'est une vraie base aussi pour vous qui allez être financeur ou accompagnateur, de voir un peu ce qui se profile sur les 5 prochaines années. La deuxième chose, c'est le HVE. Je ne sais pas si on va être d'accord, peut-être pas. Non, mais le HVE aujourd'hui, ça peut être une opportunité. Est-ce que ce sera encore une opportunité demain, plus qu'aujourd'hui, moins qu'hier, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'exploitants qui nous posent cette question. Alors oui, ça permet d'échapper à la réforme phyto quand même qui arrive en ligne de mire, parce que celle-ci, on va attendre avant d'en parler, parce que c'est déjà suffisamment le bazar auprès de nos chefs d'entreprise, et ça va être encore une contrainte supplémentaire qu'on connaît tous, et comment ça va se passer, on verra. Donc au moins le HVE, il a le mérite de nous exonérer un peu de cette réforme phyto, il a le mérite de nous faire arriver à l'éco-régime supérieur, mais pas que en fait. C'est qu'aujourd'hui, ça peut être un élément de différenciation commerciale, alors pas pour tous, mais pour les gens qui font de la vente directe. Les Vitis, ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus. Voilà, est-ce que ça sera un argument supplémentaire entre le bio et le HVE ? Sauf que demain, le bio, il va peut-être nous faire baisser un peu la production, le HVE, peut-être pas. Est-ce que ce n'est pas la bonne solution ? On ne sait pas. Toujours est-il que nous, aujourd'hui, on a un certain nombre d'exploitants qui nous demandent d'aller vers la certification HVE. Donc, Serre France, on va proposer en gros une 50aine de certifications sur l'année, je parle sous couvert de Béatrice, une 50aine de certifications, à la fois en individuel et en collectif, sur l'année 2022. Quoi. Voilà. Après, il y a des gens qui veulent y aller parce qu'ils pensent que c'est bien. On a un crédit d'impôt au passage de 2 500 € pour les gens qui sont certifiés. Voilà, donc ça veut dire que ça ne coûte rien. Alors après, le HVE, ce n'est pas de l'opportunisme non plus. Il faut être dans cette démarche-là. Il y a plein de choses qui vont derrière, mais c'est aussi peut-être une certaine stabilité. Et aussi, ce qu'on disait pour les réunions PAC, c'est qu'on voit quand même un certain nombre d'exploitants aujourd'hui qui se posent des questions un peu existentielles, quoi. Parce que le métier, il devient de plus en plus compliqué. Alors, on voyait un peu le bout du tunnel, mais avec ce qui arrive, ça devient encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qui nous disent « Non, mais attendez, moi, produire comme ça, bosser comme un con pour gagner moins et pas beaucoup, moi, je voudrais repenser mon exploitation, travailler différemment. » Alors, le HVE, c'est peut-être pas ça, mais ça peut être une façon aussi de travailler différemment, de raisonner différemment. Alors ça, c'est des remontées qui nous viennent. Voilà. Après, on a des exploitants qui nous font part de ce mal-être en termes de fonctionnement et de quotidien. Voilà, parce que le métier, ils le connaissent. Produire, oui, mais produire à quel prix ? Donc ça, c'est important. Donc voilà pour le HVE. Donc nous, on va se positionner très clairement là-dessus et répondre à la demande de nos exploitants qui veulent être certifiés. Deuxième chose, le carbone. Voilà, alors le carbone, voilà, donc aujourd'hui, même si le prix n'est absolument pas intéressant, des diagnostics carbone, on en a fait 5 pour faire suite à l'appel d'offres de l'ADEME. Je ne sais pas combien il y en a au niveau national, mais 100 ou 150 ou 200, je ne sais plus, peut-être plus, un peu plus que ça. En fait, c'était de voir un peu ce que ça pouvait se passer, comment ça pouvait se passer sur certaines exploitations. Donc le carbone aujourd'hui, bah oui, il y a un coût qui est pas forcément intéressant. Est-ce qu'il le sera demain ? Mais c'est au moins réfléchir à une démarche qui peut permettre de dire que demain, on vendra des tonnes de carbone plutôt que des kilos de viande ou des quintaux de céréales. Mais là, on est plus sur la perspective, quoi. Voilà.
Donc l'accompagnement, il ne va pas être facile. Les décisions, la stratégie, on parle souvent de stratégie d'entreprise. La stratégie pour les entreprises agricoles aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ce que nous a dit Annabelle aussi sur les évolutions, voilà, c'est avec des données qu'on connaît aujourd'hui qui ne seront pas les mêmes demain. Donc tout ça, en fait, il va falloir continuer à conseiller nos exploitants dans ce périmètre-là et dans ce contexte-là, quoi. Voilà, donc comme l'avait dit François Goni tout à l'heure, c'est qu'on a intérêt à travailler ensemble, hein, parce que les positions, elles doivent être concertées hein, dans les études, dans les projets qu'on fait. Nous, quand on amène un projet d'installation, une étude d'installation, on la soumet aux partenaires financiers. Voilà, après, il faut qu'on parle le même langage. Il faut qu'on ait la même réflexion. Est-ce que c'est une prise de risque ou pas? Parce que qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans? Je ne sais pas, les études d'installation qui sont faites aujourd'hui, est-ce qu'il faut les repenser? Est-ce qu'il faut partir sur des moyennes? Enfin voilà, c'est quand même relativement compliqué. Donc voilà, c'est-à-dire que sur la forme, on doit être omniprésent. L'administration, les DT aussi, mais pour des raisons différentes. Mais vous êtes aussi nos partenaires et ça nous permet aussi d'avoir des conseils qui sont pertinents parce que quand les choses sont valides et autres, ça nous permet aussi, nous, d'avoir les éléments à communiquer et d'avancer sur les différents sujets. Voilà, moi j'avais juste ça à dire. Serre France Terre d'Allier, on va se positionner au quotidien avec nos adhérents. On a la loi Egalim, c'est au passage, on y travaille avec notre partenaire FNSEA. Voilà, c'est aussi un sujet qui fait débat, qui n'est pas forcément évident, qui, en période où les cours ont été tirés un peu vers le bas, pouvait avoir son intérêt. Aujourd'hui, voilà, toujours, peut-être plus qu'au contraire, mais bon, voilà. C'est que le coût de production, lequel on met, le standard, comment il évolue, voilà. Moi, je me mets à la place de l'exploitant, que le groupement vient voir, qui dit voilà, le contrat, je vous le fais à temps. Oui, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que, comme tu disais, tes 240 € du quintal, la tonne de blé, pardon. Ouais, la vérité d'un jour, c'est pas la même demain. Donc, en fait, les gens se posent beaucoup de questions. Donc voilà, donc on a plein de sujets qu'il va falloir traiter, amener sur le terrain, qui vont être assez intéressants, mais assez complexes, quoi. Voilà, donc pas de souci pour que Serre France Terre d'Allier soit très présent avec ses partenaires, l'ensemble de ses partenaires, pour avancer sur les sujets. N'hésitez pas de votre côté, quand vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite ensemble, voilà, vous n'hésitez pas à nous solliciter. Béatrice, responsable du service éco-environnement, se fera un plaisir d'avancer sur les différents sujets aussi avec vous. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai oublié quelque chose? Non. Non, tu as très bien planté le décor. Oui, je sais pas, le décor, il est un peu changeant, quoi. Hein. Ça va être une pièce de théâtre. Il va falloir le bouger. Non, mais voilà, après, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit, mais ça va quand même être relativement complexe, quoi. On a connu le Covid, hein, ça fait 2 ans, on n'a quand même pas de bol, hein. Enfin, très honnêtement. Je pense qu'on voyait... Oui, alors après, on va les sécheresses d'avant. Enfin, si vous voulez, on n'est jamais tranquille, en fait, quoi. Enfin, on n'est jamais tranquille, on n'a jamais de stabilité, on n'a jamais de perspective, et c'est bien triste. Et je pense à nos formateurs, de nos futurs clients de demain ou de nos futurs collaborateurs. Ça ne doit pas être simple non plus au quotidien pour les enseignants d'avancer sur certains sujets. Parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, la contestation aussi, elle est chez les jeunes, parce qu'ils voient ça de leur regard avec leurs 15 ou 16 ou 18 ans. C'est quand même pas évident, quoi. Réellement, quand on va à l'étal, dans le bio, là, on est en train de planter de toute façon, ça gisse pas. Les gars, ils vont Oui. C'est en train de se passer. Tous les projets de géants en sol sont tous en train de les basculer en label, mais les barres de label rouge, on ne progresse pas en termes de conso. C'est plein de choses comme ça, et alors on nous vacille, on se comprend là tout en plus. Oui, et on veut doubler la surface en bio avec la réforme de la PAC, mais après, il faut qu'il y ait un marché derrière. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas demain, mais aujourd'hui, il est quand même un peu compliqué. Et puis, oui, on a vu avec les œufs, oui, ce que ça peut donner, quoi. Hein. Enfin, les œufs bio, voilà. Donc, tout ça c'est compliqué à poser en termes de chiffres. Ouais, c'est clair. Ça va d'ailleurs être la plus grande complexité, c'est le lien entre les attentes sociétales et puis les difficultés pour produire aussi, quoi. Donc, oui, quand ils auront faim. Ça, en France, je ne suis pas sûr, mais à un moment, c'est est-ce qu'on est en capacité d'aller sur le marché extérieur de répondre à tout ça. C'est ça, en fait. Je ne suis pas sûre qu'on n'est pas déterminé sur ça. Oui. Ça va devoir pas mal de choses depuis le Covid, quand même.
Oui. Donc, mais le Covid, c'est un peu de la rigolade par rapport à ce qu'on vit un peu aujourd'hui. Non, enfin, de la rigolade au sens non, parce qu'on a connu d'autres modes de fonctionnement. On a vu naître le télétravail à grande vitesse, qui nous a bouleversés, nous. Et puis, on a vu des relations différentes, on a vu des modes de fonctionnement différents, on a vu une économie différente, avec des grands bénéficiaires et d'autres beaucoup moins. Alors nous, sur un autre marché, l'aspect artisanat-commerce, on est quand même un petit peu inquiet sur ce qui va se passer, hein, parce que le quoi qu'il en coûte, il est fini, la perfusion, elle est finie, les PGE, les PGE. Alors, vous vous rappelez bien que vous avez fait un PGE. Alors, les mauvaises langues disent que les PGE, il y en a 60% qui les ont fait qu'on n'avait pas forcément besoin. Alors ça, je ne sais pas. Hein, il y a plus de 60% des PGE qui ont déjà été remboursés. D'accord. D'accord, ouais. Ceux qui restent, ils restent, d'accord. Ok. Non, mais voilà, il y a tous ces aspects-là. Donc, sur certains marchés, le Covid a quand même été compliqué. Et nous, voilà, sur les défaillances qu'on pourrait avoir maintenant dans les mois dans les mois qui viennent, on est quand même inquiet, quoi. Il y a certains secteurs d'activité qui vont quand même peiner. Et puis, alors ça ne va pas arranger les choses, quoi. Voilà. Donc, le Covid étant passé ou pas, parce qu'il y a aussi ça, hein, enfin, voilà. On est content, on n'a plus de masque, on se voit, on peut faire du présentiel, on peut aller dans les salles de pause, on peut boire le café tranquille. Sauf que on peut bien avoir 300 000 cas dans 3 semaines et puis ça va nous en remettre une couche. Voilà, je ne sais pas. D'ici là, les élections seront déjà bien avancées. Donc on aura peut-être un nouveau lot de restrictions, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, des questions, des objections ou des conseils à nous donner. On est toujours preneur de conseils aussi. Donc sinon, merci à vous pour votre présence, votre participation. C'est toujours intéressant de voir l'ensemble de nos partenaires chaque année pour cet événementiel Fermoscopie. Alors oui, cette année, avec des chiffres qui ont peut-être moins de valeur à l'instant T que les autres années. Mais toujours est-il, je le disais tout à l'heure et je finirai là-dessus, c'est que ces chiffres-là, ce sont des références. Les références, elles servent à être comparées ou à mesurer l'impact que peuvent avoir telle ou telle décision, telle ou telle charge sur l'entreprise. Donc voilà, c'est au moins un élément de travail. À la fois, ça peut être pour les étudiants, on en a parlé l'autre jour, ça peut être pour vous, pour nous, de comparer les chiffres et voir ce que ça peut donner. Voilà, merci à tous, bonne continuation et n'hésitez pas à revenir vers vous, quoi. Voilà. Et merci aux filles pour leur prestation.